Scream, shadows sliver, haunted halls, empty whispers, echoes bounce, lost believers, eyes at walls, watch deceivers. Children there breathe uneasy, footsteps pound, heart pounds faster. Silent night, world's illusion, running blind, hunting answers. Children there breathe uneasy, footsteps pound, heart pounds faster. Silent night, world's illusion, running blind, hunting answers. Gone before they could see, perish lost, mystery. Why they laugh when they glee, answers haunt endlessly. Le 29 novembre 1963, soit une semaine après l'assassinat de John F. Kennedy, le Canada est secoué par une des pires tragédies de son histoire aérienne. En effet, à 18h28, le vol 831 des lignes aériennes TransCanada Airlines décolle de l'aéroport international de Dorval en direction de Toronto avec quelques minutes de retard. Les conditions météorologiques sont caractérisées par un ciel couvert, de la pluie et du brouillard léger. À son bord se trouvent 111 passagers et 7 membres d'équipage, dont le pilote, le capitaine John Douglas Snyder. Une fois un premier palier de 3000 pieds atteint, l'équipage se signale. Ce sera le dernier contact radio de l'appareil, qui devait ensuite se signaler à 7000 pieds. Après 5 minutes de vol, le DC-8F s'écrase à quelques kilomètres au nord de Montréal, dans la petite municipalité de la paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville. Fort heureusement, l'écrasement a lieu un peu à l'écart des habitations, à quelques centaines de mètres de la route 11. La déflagration causée par l'impact au sol est entendue à des kilomètres, tandis que les 118 occupants trouvent la mort et que l'avion est complètement désintégré. Rapidement, les curieux se massent vers les lieux encore fumants de l'appareil. Alors que plusieurs tentent de comprendre ce qui vient d'arriver, certains se livrent au pillage. Le policier Noël Aubertin tirera quelques coups de feu en l'air, en guise d'avertissement. Puis, les secours se mobilisent. Alors que tous les services d'urgence de la région convergent vers le point d'impact, on établit un poste de commandement temporaire dans un garage local. La région sera bientôt envahie de curieux qui, attirés par la nouvelle de la catastrophe, entreprennent un périple macabre vers le lieu de l'accident, bloquant complètement sur des kilomètres la seule route menant au reste de l'appareil. Partant du camp Bouchard, une base militaire située à proximité, les soldats et miliciens appelés en renfort devront emprunter des routes agricoles pour arriver sur les lieux. Les habitations situées près du site sont littéralement prises d'assaut par les journalistes, les curieux, les officiels et les services d'urgence. Les habitants sont tantôt sollicités par un témoignage, pour l'utilisation de leur téléphone ou pour une pelle. La levée du jour révèle toute l'horreur de la catastrophe. Des dizaines de milliers de débris sont éparpillés sur un terrain marécageux qui rappelle étrangement les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ci et là, à travers la fumée des pièces de métal qui brûlent encore, apparaissent des restes humains à peine reconnaissables. Alors que l'espoir de retrouver des survivants s'est évanoui rapidement après l'arrivée des premiers intervenants, on doit organiser la récupération de l'appareil et des corps. Des ouvriers se mettent à construire une route alors que des soldats supplémentaires, des éléments du 22e régiment dépêchés depuis Québec, viennent grossir les rangs des policiers, secouristes et enquêteurs des premières heures. Leur mission sera de participer à la récupération, mais aussi
de garantir la sécurité du site et éloigner les badauds qui nuisent à l'enquête. Peu après, la Croix-Rouge prend temporairement possession de l'école Notre-Dame de l'Assomption, qui deviendra le quartier général des opérations de recherche. Une armée d'enquêteurs donne les indications nécessaires pour les procédures de récupération. L'emplacement de l'accident est marécageux et révèle un terrain boueux fort inégal. La zone principale de recherche est évaluée à quelques 17 000 pieds carrés, tandis que la zone de dispersion secondaire représente quelques 700 000 pieds carrés. Les longues et coûteuses opérations de récupération commencent dès le 30 novembre et se poursuivent jusqu'au 27 avril de l'année suivante. Pour arriver à récupérer la majeure partie des pièces et des corps, il faudra travailler jour et nuit et user d'ingéniosité. Une véritable ville champignon est érigée. On y construit des bâtiments temporaires, installe le téléphone et aménage certaines commodités. La zone est complètement bouclée par un cordon policier et militaire et on doit construire une route pour se rendre sur les lieux. Dès les 2 premières semaines de décembre, des ingénieurs visitent la zone et établissent un quadrillage afin de permettre de consigner l'identité et l'emplacement des débris récupérés. La récupération des débris et des restes humains s'avère très difficile dans les débuts, en raison des mauvaises conditions météorologiques et de la nature du sol. Munis de pics et de pelles, les travailleurs se voient rapidement dotés de matériel d'excavation mécanisé. Une procédure est mise en place pour tamiser la terre et laver les pièces retrouvées. Ces dernières transitent par la base du Camp Bouchard avant d'être transportées vers un vaste hangar à l'aéroport de Dorval, où les pièces de l'avion sont disposées au sol selon leur emplacement d'origine. On reconstitue ainsi l'appareil, tant bien que mal. À mesure que l'équipement lourd creuse, de nouveaux défis se posent. En effet, la nature du sol, ainsi que la profondeur du cratère d'excavation, qui atteint 20 à 30 pieds, soit jusqu'à 9 mètres, favorise les glissements de terrain et décuple les risques d'accident. Dès janvier, on construit un bâtard-d'eau afin de poursuivre l'excavation. Des pilots de métal sont enfoncés jusqu'à la roche de fond et à mesure que l'excavation avance, on installe des renforts en acier. L'ouvrage couvre une étendue de 140 par 120 pieds et permet de creuser sécuritairement le sol. Le 27 avril 1964, le gros des opérations de récupération se termine, mais le travail se poursuit tout de même jusqu'au mois d'août. Au total, on aura déplacé et tamisé 26 000 verges cubes de terre et récupéré 105 442 livres de métal. Un poids total de 29 588 livres de métal n'a jamais été retrouvé. Selon le rapport d'enquête, ce métal aurait été éparpillé en petites pièces sur le site de l'écrasement. Les pertes en vie humaine ayant été considérables et l'appareil complètement détruit, le ministère des Transports mène une enquête en profondeur qui nécessite 6 groupes de travail dirigés par le chef de la division des enquêtes dans les affaires d'accidents. Chaque groupe est appuyé par des experts techniques de divers secteurs de l'aéronautique. L'enquête inclut la récupération des restes humains et des débris de l'appareil, l'interrogatoire des témoins, une étude des moteurs de l'appareil, de ses structures et des facteurs humains. L'absence d'enregistreur de données de vol, communément appelé boîte noire, rend la tâche plus ardue. Pour les fins de l'enquête, l'honorable George S. Chalice et son équipe vont recueillir 110 dépositions, principalement des témoins oculaires de l'écrasement, de résidents domiciliés entre Sainte-Rose et Saint-Janvier. Tout indique que l'appareil était intact avant de toucher le sol et qu'aucun feu ou explosion n'est survenu avant l'impact. L'enquête démontre par ailleurs que l'avion a fait une chute vertigineuse de près de 5 000 à 7 000 pieds avant de heurter le sol dans un angle abrupt et à grande vitesse. Dans son rapport, le commissaire étudie plusieurs possibilités pour expliquer la raison pour laquelle le pilote aurait mis l'avion en piqué. Défaillance d'un anémomètre, givrage ou obstruction du système statique, fuite dans le système statique,
engagement involontaire du pilote automatique, défaillance ou gel du système de pitot, indication erronée de l'assiette de l'avion, ou encore le fonctionnement inadéquat du compensateur de tangage. Sans se prononcer formellement sur les causes de l'écrasement, l'honorable George S. Charlees, qui préside la commission d'enquête, insiste longuement sur la position du stabilisateur horizontal qui était, vraisemblablement, positionné de façon à placer l'avion en piqué, ce qui s'explique mal dans une phase de décollage. Ce piqué n'était manifestement pas volontaire, et l'enquête démontre que le pilote a fait tous les efforts nécessaires pour tenter de redresser le nez de l'appareil. L'altitude n'étant pas suffisante pour finaliser la manœuvre, l'avion a touché le sol à un angle d'environ 55 degrés. En conséquence, l'enquête conclut que la cause la plus probable de l'écrasement est le fonctionnement non voulu du compensateur de tangage, une pièce maîtresse dans la stabilité de l'avion. Avant la fin de la décennie 1960, au moins 2 autres DC-8 s'écrasent dans des circonstances similaires. Une vis sans fin, contrôlant les stabilisateurs horizontaux, est clairement identifiée comme la cause de ces écrasements, permettant ainsi aux enquêteurs de faire des rapprochements avec la tragédie du vol 831 pour identifier ce qui s'avéra être un grave problème de conception de l'appareil. L'histoire du vol 831, qui est l'une des pires catastrophes aériennes du Canada, semble avoir totalement sombré dans l'histoire. Quelques anciens de la région se rappellent très clairement avoir été témoins d'un moment historique, tandis que beaucoup de leurs contemporains se rappellent plutôt la mort de John F. Kennedy, survenue à peine une semaine avant le drame. Les familles, elles, n'oublient pas. Dans un coin du cimetière de Sainte-Thérèse, se dresse un monument funéraire sous lequel reposent les restes des 118 victimes. Encore aujourd'hui, des familles, des anciens militaires et d'autres témoins viennent s'y recueillir. La ville de Blainville, quant à elle, a fait ériger une plaque commémorative non loin du site de l'écrasement, qui est aujourd'hui une rue. T'es tout seul à la maison, puis il y a une porte qui ferme, tu te poses des questions, tu te demandes ce qui se passe. Ça m'a comme fait un choc, il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Tu sais pas ce qui est devant toi, ce qui est dans la même maison que toi, tu le sais pas. Émilie, c'est ma première fille, née en 1993. Émilie, c'est une boule d'émotion. Gros cœur, très sensible. Je suis la plus vieille d'une famille de 6 enfants. Je devais avoir presque 8-9 ans à peu près, quand je me suis rendu compte que je vivais des choses qui étaient paranormales. Avant tout d'être ma sœur, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente. C'est une fille avec un grand cœur, super énergique. Ma sœur est un peu spéciale. Elle voit beaucoup plus de choses paranormales et elle ressent plus de choses qu'une personne normale. Je capte ce que la majorité des gens ne captent pas. Les entités, je les vois pas nécessairement. C'est vraiment en termes d'énergie, je vais le ressentir là, comme dans mes tripes. Mes parents ont acheté une maison ici à Blainville parce que là, la famille commençait à grandir. On voulait de la place pour chaque enfant. Je travaillais beaucoup dans ce temps-là. Je n'avais pas le temps de faire des visites de maison. Alors, c'est des mains de ma conjointe. Je lui ai dit, trouve une maison, en autant qu'on soit bien, qu'on soit capable d'élever nos enfants dans un coin tranquille.
Ma conjointe est tombée en amour avec la maison. Elle était contente. Pour moi, j'étais content. Je n'avais pas vu la maison avant qu'on procède à l'achat. La journée qu'on a déménagé, ce que je me rappelle comme souvenir, c'est vraiment d'avoir ressenti une énergie particulière. Tout de suite, quand on est arrivé avec le camion de déménagement, l'énergie qui se dégageait de la maison, on pouvait le sentir. Je me suis dit, oh, je dis, on va voir du pain ici. J'ai senti vraiment une forte énergie qui se dégageait de la place. Tu sais, je sentais qu'il y avait de quoi de lourd. Le paranormal, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. On peut pas le voir, on peut pas le prouver. Ça se comprend pas, ça se vit. Tout de suite, on a commencé à vivre des phénomènes paranormaux, à les sentir. Mais encore là, je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Ça m'est arrivé d'avoir peur. Les premières fois quand t'es tout seul à la maison puis il y a une porte qui ferme, des bruits de pas dans la maison, tu te dis, mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui est dans la maison? Des objets qui se déplacent tout seuls, tu te poses des questions, tu te demandes ce qui se passe. Les phénomènes au quotidien, il y en avait, là, des portes qui s'ouvrent, des craquements. Il est même arrivé que la nappe s'est fait tirer tout seul, des crayons qui ont revolé. C'est sûr que c'est stressant, ça fait peur. Tu sais pas ce qui est devant toi, ce qui est dans la même maison que toi, tu le sais pas. J'avais avoir presque 8-9 ans à peu près. Je me souviens d'avoir eu un contact avec une jeune fille dans ma chambre. Dans l'ombre que je vois, tu sais, je vois comme un cheveu long, comme une petite robe. Quand on voit une ombre noire, c'est souvent une ombre désincarnée. Veut pas dire qu'elle est méchante, là, OK? Veut dire que la personne n'a pas fait le passage dans la lumière. Elle est prise entre les deux mondes. Lorsque les contacts se faisaient, je parlais à voix haute, comme si j'avais une conversation avec quelqu'un d'autre dans la maison. Puis c'est des conversations que les gens qui étaient debout dans le restant de la maison entendaient. Souvent, Émilie, on va l'entendre parler. Avec qui tu parles, t'es supposé être tout seul dans ta chambre. Ben, je parlais avec un ami. C'est cool, là, c'est comme, d'abord le soir, il n'y en a pas d'amis. J'ai souvent des petites conversations avec elle. Fait que probablement que c'est devenu mon amie avec le temps. J'ai demandé si elle la connaissait, la petite fille. Elle m'a dit qu'elle la connaissait pas, mais qu'elle venait souvent la voir, qu'elle jouait avec les jouets, qu'elle déplaçait des choses dans la maison. Même des fois, on entendait la nuit des jouets qui partaient. Les lumières vont s'allumer, pareil comme si quelqu'un jouait avec. Chaque personne qui a passé par cette chambre-là a eu le même événement. Donc, on parle avec une petite fille. Comme si la petite fille n'avait jamais quitté. C'est juste nous qui changeait. Mes premiers événements avec cette petite fille-là, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Puis, alentour de mon lit, il y avait une ombre. Ça m'a comme fait un choc. J'étais comme, il y a quelqu'un dans ma chambre. Aussi loin que je me souviens, je voyais des dessins. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Quand j'ai vu l'ombre pour la première fois, je me suis dit, ah, c'est peut-être papa qui vient de passer, c'est peut-être maman. J'étais comme, non, c'est pas la carrure de mon père, c'est pas ma mère.
Je pouvais vraiment bien la visualiser. C'était une petite ombre avec des cheveux longs. On dirait qu'elle portait une robe. Puis le lendemain, j'en ai parlé. Mon père m'a confirmé que lui, il l'avait vue plusieurs fois. J'étais dans mon bureau, en train de travailler tard le soir, et j'ai vu partir du fond de la maison une petite fille qui a longé le mur. Souvent, on dit aux enfants, ben non, c'est ton imagination. Moi, j'ai aimé ça, que mon père me confirme ça, parce que ça me confirmait que j'étais pas folle. Je peux pas aller voir une tante, un oncle qui y croit pas, parce qu'il va dire, tu sais, tu te fais des idées. Fait que c'est vraiment notre père qui nous a rassurés, parce qu'on sait que lui, il croit. J'ai plusieurs enfants et plusieurs de mes enfants ont des expériences paranormales. Émilie, c'était la première dans la maison. Après ça, c'était Emma. La culture familiale, je crois que c'est dans tous les domaines. Elle a une importance, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de la musique. Un enfant qui est né dans une famille que les parents s'intéressent au paranormal, c'est certain que l'enfant va développer beaucoup plus qu'un autre enfant qu'il n'a jamais entendu parler de ça dans sa vie. Après une soirée, j'étais vraiment couchée. Puis, je vois comme 4 flashs de lumière passer comme devant mes yeux. Puis, je ressens comme 4 pressions autour de moi. J'ouvre mes yeux, puis j'ai 2 hôtesses de l'air en avant, puis 2 pilotes d'avion. Je les vois vraiment, sont en forme, là. C'est comme si c'était vraiment comme 4 êtres vivants qui étaient assis autour de moi. J'ai un petit peu paniqué. À ce moment-là, c'était mon apparition paranormale la plus claire et la plus vraie. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu des visions, que ce soit les pilotes d'avion, même les hôtesses de l'air avec leurs chapeaux distinctifs. J'ai vu sur les épaules comme des petites flèches. Les choses étaient étranges, puis je me demandais justement pourquoi nous, pourquoi notre maison. Au début du printemps, sur mon terrain, il y avait un petit monsieur qui prenait des photos de ma maison. En étant un peu papa poule, avec les petits-enfants à la maison, je me demandais pourquoi il y avait un monsieur là avec sa caméra qui prenait des photos de ma maison. Je suis allé confronter le monsieur. Et lui, le monsieur, cherchait un écrasement d'avion. J'étais comme, s'il y avait eu un écrasement, on serait au courant. Il n'y en a pas d'écrasement d'avion ici, ben, il est parti, s'il vous plaît. Le monsieur était assez insistant de son côté. J'étais aussi insistant à ce qu'il quitte. Alors, disons que le bruit a fait sortir mon voisin. Et c'est mon voisin qui m'a expliqué clairement qu'il y avait eu un écrasement d'avion. C'est en faisant de la recherche un peu partout, dans les archives, à la bibliothèque qui est ici à Blainville. Il y a réellement eu un écrasement d'avion en 1963. 118 personnes ont malheureusement perdu la vie. La maison qu'on a achetée est construite dessus l'épicentre. Les maisons n'étaient pas construites encore. Ça a été construit par-dessus. Bon, c'est sûr que tout avait été nettoyé. Les entités n'ont pas été nettoyées. C'est là qu'ils sont morts, c'est là qu'ils sont restés. Il y avait 7 membres d'équipage à bord de l'avion, 3 pilotes, 4 hôtesses de l'air. Le restant, c'était 111 passagers. Des fois, on peut voir très clairement la personne au moment où elle est décédée, comment elle était habillée. C'est possible, exemple, un écrasement d'avion, de voir avec l'uniforme, l'hôtesse de l'air, le pilote. Il n'y avait aucun survivant sur les 118 passagers. C'est l'armée qui sont venus pour frayer un chemin pour être capable de se rendre à l'écrasement d'avion à cause du marécage, de la température, tout ça, bloqué. Est-ce que le froid a compliqué sérieusement le travail aujourd'hui? Après la pluie, ça a été le froid et la neige. Et puis en plus, il y a un petit ruisseau ici qui est très près, qui complique les choses.
Les premiers secours, les seules choses qu'ils ont retrouvées, c'était des parties d'anatomie de certaines personnes à moitié brûlées. Il n'y a pas un corps complet qui a été retrouvé. Les corps ont été envoyés au cimetière de Sainte-Thérèse, où ils ont fait un monument, où on a tout le nom des restants des corps, sont tous pêle-mêle. On appelle ça une fosse commune. C'est toujours bouleversant chaque fois qu'on entre en contact d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un qui est dans l'écrasement d'avion. C'est stressant, ça fait peur de connaître un petit peu plus qui vit avec toi. Dans le fond, ils vivent avec nous. C'est toujours impressionnant là, de voir qu'il y a d'autres types de vie autour de nous. Vu que c'est une mort violente, ils sont toutes morts presque instantanées. Là. Ils sont pas morts à l'hôpital tranquillement d'un cancer. Ils sont morts brusquement. Et souvent, des âmes désincarnées, donc des personnes décédées dans des morts violentes ou subites, ne sont même pas conscientes qu'ils sont décédés. Et à ce moment-là, ils vont errer, c'est pour ça qu'on les appelle des âmes errantes, entre deux plans. Entre la matière, qui est sur Terre, puis entre l'astral, donc ils sont entre deux mondes. Je trouve ça triste parce qu'ils vivent, mais ils vivent pas. C'est la majorité sont là parce qu'ils savent même pas qu'ils sont décédés. Ils continuent à vivre leur vie comme nous, on vit la nôtre. Eux, ils vivent leur train-train quotidien parce qu'ils sont dans une belle grande famille. C'est impressionnant de voir comment ils font aussi pour communiquer avec nous, comment ils font pour se manifester face à nous. C'est pas 24 heures par jour. Quand ils essaient de communiquer avec nous, qui dégagent dans la maison, je suppose dire, hey, salut, on est encore là. On n'a pas à vivre avec des âmes errantes, selon moi, parce que ces âmes-là prennent de notre énergie. Même s'ils sont fins, prennent de notre énergie. Fait qu'on a à les retourner dans l'astral, puis de vivre, nous, notre vie d'humain en paix, là. C'est pas la même énergie quand ils quittent puis qu'ils sont bien. On les sent partir. C'est soulageant. On est comme, OK, c'est fait. Un de plus. Sur les 118 passagers, 60 à 70% sont retournés. Ils ont quitté le plan terrestre. C'est sûr qu'on n'a pas réussi à toutes les faire passer vers la lumière. J'ai jamais eu peur qu'il y ait quelque chose de méchant qui se produise, mais on reste conscient que ça peut arriver du jour au lendemain. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Premier événement paranormal qu'on a vécu familialement, si on peut dire ça comme ça. Toute la famille, on est dans le sous-sol, parce que c'est la plus grande pièce pour recevoir. Dans l'air qu'on est placé, en face de nous, il y a une petite fenêtre de sous-sol qui donne dans notre cour arrière. Et on est en train de célébrer Noël avec la famille, on mange, on jase là et tout ça. Et tout d'un coup, je vois Émilie qui regarde dehors. En me demandant pourquoi qu'elle est pas... c'est dans l'ambiance de fête et en regardant ce qu'elle regarde par la fenêtre. Ce qu'on voit, c'est 4 paires de pieds passés dans notre cour. Tout ce que tu vois, c'est, mettons, comme à hauteur du mollet et de la botte. Et tu vois que c'est une genre de botte militaire. Je sentais qu'il y avait une énergie, qu'il y avait quelque chose, mais ma soeur, elle va le voir plus que moi. Le premier réflexe pour mon père, ça a été de sortir, d'aller voir s'il n'y a pas quelqu'un, parce qu'ils sont pas supposés être là, c'est clôturé. Dans la neige, il n'y a aucun pas de personne sur le bord de la fenêtre. Il y avait personne dans ma cour. Il est allé vérifier où il y a la rue. Personne dans la rue non plus. Je pouvais pas expliquer comment ça l'arrivait. On n'est pas capable de l'expliquer. Ça s'est passé une fois, puis ça s'est jamais reproduit après. Pas longtemps après, mon père prend des photos, puis sur la photo, entre la fenêtre puis la tête des enfants, on a 4 beaux orbs. Un orb, c'est vraiment ce qu'on va capter sur photo, parce qu'on le verra pas à l'œil nu. C'est un cercle
comme un petit cercle de lumière, si on veut, avec un petit noyau à l'intérieur. Puis c'est l'entité qui est en train de se développer, de ramasser l'énergie pour devenir une entité qu'on va voir. Des orbes, c'est une manifestation maintenant qu'on peut voir, surtout depuis que les caméras numériques, c'est tout simplement de l'énergie. C'est sûr que vous allez avoir des scientifiques qui vont vous dire que c'est une poussière, que la lentille elle a capté. Ça se peut que ça soit une poussière, mais comment on sait que c'est une énergie probablement de soit une âme qui est décédée, mais ça peut être aussi des êtres de lumière qui se manifestent comme ça. Quelqu'un qui est clairvoyant avec les yeux physiques vont les voir. Donc à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas une poussière, là. La petite fille se manifeste encore de nos jours. Avant, c'était simplement au sous-sol. Maintenant, c'est le sous-sol et le deuxième étage. Elle est toujours pas partie, encore aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard. Ceux qui habitent à la maison la ressentent, puis moi, quand j'y vais, je la ressens aussi, là. L'écrasement d'avion, il n'y avait aucun enfant dans l'avion. Alors, j'essayais de trouver l'information d'où elle venait, cette petite fille-là. Avant que les maisons soient construites un peu partout à Blainville, les terres appartenaient à une famille très connue. Puis, en faisant de la recherche, il y a certaines rumeurs comme quoi que c'est une petite fille qui aurait disparu. Il y a d'autres rumeurs qui disent que la petite fille elle aurait été enlevée et malheureusement, elle aurait décédé dans le secteur où l'écrasement d'avion a eu. Est-ce que c'est l'impact de l'avion qui a créé la bulle qui aura fait sortir cette petite fille-là? On est encore en recherche. Avec le temps, j'ai compris en faisant mon travail que souvent les âmes errantes vont se rassembler. C'est comme s'ils sont perdus, mais en même temps, ils cherchent à se rassembler ensemble. À toutes les fois qu'on la voit, on essaie de communiquer, il n'y a aucune communication. Ça se peut qu'on essaie d'entrer en communication avec elle, puis qu'elle est pas là. Et surtout chez des jeunes enfants. Ils sont dans une grande peur. Et tu essaies de communiquer, puis c'est comme si la communication ne s'établit pas. Je pourrais pas dire si la petite fille est nécessairement heureuse d'être dans la maison. Je ressens pas de tristesse quand je la ressens. C'est sûr qu'on reste en questionnement. La petite fille reste un mystère dans la maison. Disons que l'écrasement d'avion nous réunit comme famille. On essaie de comprendre le pourquoi. Surtout le 29 novembre où l'écrasement s'est arrivé, on va se faire un souper. Vers 8h10, on se met en marche, on s'en va directement sur le lieu de l'écrasement de l'avion, où est-ce que le nez a vraiment touché. Puis après ça, on finit le cimetière. C'est des sujets autour de la table. Il y en a qui m'ont parlé de leur journée, de leur semaine. Nous, généralement, on parle de paranormal, parce que c'est quelque chose qui nous unit, toute la famille au grand complet. Je me sens très privilégiée. Il y a beaucoup de monde sceptique, mais il y a beaucoup de monde aussi qui croit au monde de l'invisible, mais qui peuvent pas avoir la chance peut-être de voir des choses. Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vivre toutes ces apparitions, ces événements-là. Je regarde un petit peu, tout le monde dit il n'y a pas de vie après la mort. Mais moi, je le sais qu'il y a autre chose, que les gens continuent quand même à vivre. Ça fait partie de mon univers d'avoir un don. Et je sais que je peux pousser plus. J'essaie de plus en plus d'élargir ça.